Bonjour et bienvenue sur Radio Cessert, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du vendredi 28 février 2025, épisode 206. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct de l'Indre, j'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, une faille critique dans WordPress, Brick Builder, la CVE 2024-2297, la CISA alerte sur plusieurs vulnérabilités affectant l'application Android USB-C Blood Glucose, un kit de santé pour les personnes diabétiques. Un organisme public américain a été condamné à une amende de $46 000 US pour une mauvaise gestion des données personnelles accessibles publiquement. Microsoft a identifié plusieurs groupes de développeurs impliqués dans la création d'un réseau de deepfake, utilisé pour la désinformation et les campagnes de manipulation en ligne. Une nouvelle variante du malware WinOS 4.0 a été détectée ciblant spécifiquement les systèmes Windows. Un rapport du Sens ISC met en lumière une technique où les attaquants utilisent des ports éphémères pour stocker et diffuser discrètement des malwares. Passionnant à lire. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources qui m'ont permis de réaliser cette revue d'actualité dans la description de cet épisode, ainsi que dans la newsletter hebdomadaire de Radio Cessert. Abonnez-vous! Une vulnérabilité a été identifiée dans le thème WordPress Brick Builder, affectant les versions 1.9.6.1 et antérieures. Cette faille, la CVE 2024-2297 avec un score CVSS de 7.1, est liée à une mauvaise gestion des privilèges dans la fonction Ajax Create Autosave, permettant à un attaquant authentifié avec des droits contributeurs d'exécuter du code PHP arbitraire avec des privilèges d'administrateur. Les bonnes nouvelles à ce jour, c'est que la faille n'est pas encore activement exploitée, aucune preuve de concept n'est disponible en source ouverte, et il y a un correctif disponible. Donc la mise à jour est fortement recommandée vers Brick Builder 1.9.7 ou version ultérieure. On réfléchit pas, on patch quoi. Un avis de sécurité publié par la CISA signale plusieurs vulnérabilités critiques affectant l'application Dario Health USB-C Blood Glucose Monitoring System, Starter Kit pour Android, ainsi que son infrastructure serveur et sa base de données. Ces vulnérabilités peuvent permettre l'exfiltration de données sensibles, l'exécution de codes malveillants, la manipulation des fichiers journaux, l'exploitation XSS et la compromission de sessions utilisateurs. L'exploitation est possible à distance avec une complexité d'attaque extrêmement faible. Donc les produits concernés, ce sont des outils qui vous permettent de vous piquer vous-même quand vous êtes atteint de diabète et de savoir votre taux de glucose. Donc c'est application Android Dario Health, elle est vendue en France. Il faut savoir que toutes les versions 5.8.7.0.36 et antérieures sont impactées par cette vulnérabilité. Il faut mettre à jour immédiatement votre application, éviter l'utilisation de réseaux non sécurisés ou de terminaux routés ou jailbreakés, restreindre l'exposition réseau des systèmes critiques et les isoler des réseaux d'entreprise. Et bien entendu, utiliser un VPN sécurisé, c'est valable pour l'infrastructure, mais vous, sur votre petit équipement portatif, c'est juste éviter de faire des synchronisations sur des réseaux que vous ne connaissez pas. Il y a des recommandations supplémentaires sur le site du constructeur ainsi que sur la CISA. Bref, il faut patcher. La Californie Privacy Protection Agency, ce qu'on appelle la CPPA, a infligé une amende de $46 000 à la National Public Data, une entreprise basée en Floride, pour non-respect des obligations réglementaires en matière de protection des données. Quand j'ai lu l'article au début, je me suis surpris à plusieurs fois. Il est assez sympa. La sanction, elle vient du fait qu'il y a eu une divulgation de millions de numéros de sécurité sociale d'utilisateurs lors d'une faille de sécurité en 2024. Et c'est à ce moment-là que ce qu'on appelle une violation du Delete Act, National Public Data n'a pas enregistré son activité de courtier en données, ni payé la redevance annuelle requise avant la date limite. Mais on apprend que celle-ci s'est finalement enregistrée le 18 septembre 2024, soit 230 jours en retard, entraînant une amende de $200 par jour. Et c'est là qu'on arrive à $46 000. En fin de compte, que l'entreprise revende des données, stocke des données médicales, le numéro de sécurité sociale, tout ce qui est des données personnelles, c'est pas grave. Ce qui comptait, c'était de payer surtout. L'amende est soumise à l'approbation, bien entendu, d'un juge administratif pour être confirmée ou modifiée par le conseil d'administration de la CPA avant une éventuelle révision par un tribunal californien. Mais les conséquences, c'est pas juste une amende. C'est que National Public Data reste sous une enquête avec les procureurs des 50 États américains. Donc c'est 50 fois $46 000. Donc vous voyez, on est en train de voir le truc. Et la Federal Trade Commission. Donc la société mère Jericho Pictures a tenté de se placer sous la protection de la loi sur les faillites, mais sa demande a été rejetée pour insuffisance de ressources financières. National Public Data a cessé ses activités, son propriétaire, Salvatore Verini, n'a pas commenté l'affaire.
Donc ce qu'on voit, c'est que cet incident met en lumière pour nous, CISO, équipe de réponse incident, des risques réglementaires accrus pour les entreprises manipulant des données personnelles aux États-Unis, mais des risques réglementaires dus au fait qu'il faut payer des licences. Le fait que vous stockez, que vous revendez les données, c'est pas gênant. Ce qui est gênant, c'est de ne pas payer l'État. L'obligation stricte de conformité aux lois locales, y compris les délais d'enregistrement des courtiers en données, l'impact financier et juridique d'une violation de données pouvant entraîner sanctions, enquêtes multiples et faillites. De ce côté-là, les Américains sont très durs. Du principe que vous avez une compromission sur vos systèmes d'information, si vous n'êtes pas en règle au niveau réglementaire, vous êtes mort, quoi. The Record nous apprend que Microsoft a identifié 6 développeurs impliqués dans un réseau cybercriminel, Storm 2139, qui exploitait des services d'IA générative pour créer et vendre des deepfakes illicites de célébrités. Le groupe accédait frauduleusement au service d'Azure OpenAI en récupérant des identifiants de clients exposés, leur permettant de contourner les restrictions et de proposer ces outils modifiés à d'autres utilisateurs. La plainte de Microsoft, déposée en décembre 2024 en Virginie, a été déclassifiée en janvier 2025. Vous avez bien entendu, une plainte qui est déposée en décembre 2024 a été déclassifiée un mois plus tard, en janvier 2025. Elle cible 4 individus basés à l'étranger, en Iran, au Royaume-Uni, à Hong Kong et au Vietnam, ainsi que 2 développeurs situés aux États-Unis dont les identités sont tenues secrètes pour des raisons judiciaires. Sur l'article, vous avez les noms quand même des personnes qui sont à l'étranger. Microsoft a obtenu une injonction judiciaire permettant de saisir un site web utilisé par le groupe, perturbant ses opérations et créant des tensions internes. Certains membres ont alors tenté d'intimider les avocats de Microsoft en divulguant leurs informations personnelles. L'entreprise prévoit de transmettre des signalements aux autorités compétentes pour poursuites judiciaires. C'est à lire, c'est assez intéressant de voir comment une entreprise va un petit peu se substituer aux forces de police. Une nouvelle campagne de cyberattaque exploitant le malware WinOS 4.0 cible des organisations à Taïwan. Ils utilisent des fichiers PDF malveillants déguisés en alerte fiscale officielle. Cette campagne de phishing est conçue pour contourner les mécanismes de détection, établir une persistance sur les systèmes infectés et faciliter la mouvance latérale au sein des réseaux victimes. Alors les vecteurs d'attaque et leur mode opératoire, c'est vraiment du basique, mais ça marche hyper bien, quoi. C'est du phishing. Les attaquants se font passer pour le Bureau national des impôts de Taïwan, envoyant des emails contenant un PDF piégé qui incite les destinataires à extraire et exécuter un fichier zip malveillant. À l'intérieur de ce fichier zip, il y a des charges utiles mais à multi-étapes. Le fichier exécutable va contenir dans son archive nommée 2025-0109.exe, ça va déclencher un loader qui va exécuter du shellcode pour se connecter à un serveur de command and control, le fameux C2, 9010.360sdgg.com. La troisième étape, c'est les mécanismes d'évasion avancés. Il y a un système qui va permettre de faire des détections de sandbox via une analyse d'images différenciées. Le malware vérifie la variation de pixels sur des captures d'écran prises toutes les 2 secondes. Il va suspendre son exécution pendant 1 heure si aucun changement significatif n'est détecté, compliquant l'analyse automatique. Ensuite, il y a un stockage furtif dans le registre de Windows. L'exécutable va se chiffrer et va stocker des modules malveillants dans le HK Current User B118D5E 90008 F7A pour contourner les solutions de détection classiques. Personne ne va bloquer un mail pendant 1 heure pour faire une analyse, entre guillemets. Ça ne se fait plus, quoi. Donc les capacités et les impacts de cette campagne, c'est que le module principal du malware, le login module.dll, va exécuter plusieurs tâches simultanément. Il va désactiver les écrans de veille. Il va modifier les politiques UAC pour éviter les alertes utilisateurs. Il va neutraliser les solutions de sécurité chinoises, que ce soit 360 Safe, Kingsoft ou Warung, en désactivant les connexions TCP associées. Évidemment, il y a un petit peu de hijacking du presse-papier. On va remplacer des mots-clés financiers sensibles à l'aide de règles regex stockées dans le registre. Persistance et furtivité, par l'utilisation de mutex objects, donc des objets mutex, pour éviter la réinfection et stockage des données via des keyloggers. Des mesures de mitigation recommandées sont disponibles dans l'article de GB Hacker. Je vous le recommande, c'est rigolo, c'est sympa. Il n'y a toujours pas d'attribution officielle, mais l'utilisation du chinois simplifié dans les journaux systèmes USB et le ciblage des institutions fiscales taïwanaises suggère un potentiel lien avec des groupes APT transnationaux. L'infrastructure de command and control partage des points communs avec des campagnes antérieures, pour les plus curieux, qui impliquaient des malwares de gaming, ce qui indique une réutilisation de ressources entre différentes opérations malveillantes. Une analyse de l'Internet Storm Center, le SANS ISC, met en évidence une tactique émergente utilisée par des attaquants pour héberger et distribuer des malwares en exploitant des ports éphémères comme ports de service.
S'il y a un article à lire dans la revue de presse aujourd'hui, c'est celui-ci. La description de l'attaque, ils ont utilisé un honeypot DS Shield qui a capturé une attaque basée sur un script complexe exécuté en moins de 13 secondes, permettant de télécharger un binaire malveillant via du HTTP depuis une adresse IP basée en Chine. L'attaquant a utilisé 3 méthodes pour télécharger le fichier. Du curl, du wget et une connexion TCP directe à un port non standard, le port 60102. Alors pourquoi cette technique elle est préoccupante ? C'est une évasion via des outils de détection. L'utilisation d'un port HTTP non standard, le 60102, va empêcher les scanners comme Shodan ou Grey Noise d'identifier ces serveurs comme malveillants. Ce port semble activé temporairement pour éviter toute analyse automatique. L'infrastructure discrète, l'adresse IP associée ne figure pas dans les bases de données de menaces connues. Elle n'a pas d'antécédent d'activité malveillante récente, hormis une mention dans un rapport sur le scanning SSH en juillet 2024. Donc les attaquants, ils utilisent des adresses IP qui vont être vraiment temporaires, utilisées une fois, et ils vont laisser passer du temps. Juillet 2024, février 2025, on va laisser passer 7 mois tranquillement. Donc pour nous, équipe de défense, qu'est-ce qu'on peut faire pour se défendre contre ce type d'attaque ? C'est surveiller toutes les connexions sortantes vers des ports non standards, en particulier sur des services HTTP, et en plus sur des ports qui sont éphémères. Analyser les activités réseau suspectes en corrélant des tentatives d'authentification SSH suivies de téléchargement depuis des adresses IP inconnues, bloquer l'accès aux services hébergés sur des ports non conventionnels, sauf en cas de nécessité opérationnelle documentée. Renforcer, alors ça c'est le point qui m'a le plus surpris dans l'article, c'est renforcer la threat intelligence avec des indicateurs dynamiques permettant d'identifier des infrastructures éphémères malveillantes. Alors là, ça va demander un certain niveau. C'est pas du tout à la portée du RSSI ou du CISO qui est tout seul dans son coin. Renforcer la threat intelligence avec des indicateurs dynamiques permettant d'identifier des infrastructures éphémères malveillantes. À moins d'avoir des outils de supervision des adresses IP, que ce soit aussi bien sur de l'IPv4, de l'IPv6, et de voir à quel moment elles sont allumées, off, ça va être compliqué. C'est pas à la portée de la première équipe de réponse à incident. L'analyse du sens ISC met en évidence une évolution des méthodes d'hébergement des cybercriminels, rendant la détection et la prévention plus complexe pour les équipes de cybersécurité. C'est à lire, c'est un papier technique, ça a été fait par un étudiant du sens. C'est vraiment une très belle approche de la threat intel, mais qui n'est pas à la portée de tout le monde. Et voilà, cet épisode de Radio Cessort du vendredi 28 février 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. Je voudrais vous remercier pour vos commentaires sur les plateformes de podcast comme Apple Podcast ou Spotify. C'était vraiment très sympa d'avoir joué le jeu. C'est un vrai plaisir de lire vos retours. Je vous dirai si l'algorithme, on l'a réussi ou pas à monter. Pour le moment, il n'y a pas plus d'écoute. N'oubliez pas, si vous avez des questions, des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans les prochaines émissions, ne soyez pas timide. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cessort au 07 68 72 20 09, 07 68 72 20 09, ou laissez-moi un message par email à l'adresse de Radio Cessort, radiocessort@gmail.com, ou par SMS. Je suis là pour vous. Demain, c'est samedi. Épisode spécial sur la newsletter, réponse à des auditeurs. Prenez soin de vous, profitez de ce week-end, et à demain pour un nouvel épisode. Au revoir.